Une jeune femme disparaît dans le désert. Sa voiture est ensuite retrouvée abandonnée avec du sang à l'intérieur. Mais environ 2 mois plus tard, les enquêteurs de l'Arizona essaient toujours de comprendre ce qui est arrivé à Isabella Camas et où elle pourrait se trouver. De plus, un rebondissement majeur vient tout juste de survenir dans cette affaire. L'homme qui avait été arrêté et placé en détention, considéré comme une personne d'intérêt dans son affaire, vient tout juste d'être libéré de prison. Nous enquêtons sur cette affaire pour Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Salut à tous, un mot rapide sur le true crime. Ces affaires sont importantes à traiter, mais restent des sujets effrayants. Ce sont des histoires très difficiles à aborder et elles peuvent vous amener à réfléchir à vous-même, à votre famille, à votre situation. Je souhaite évoquer le sponsor d'aujourd'hui, car l'assurance vie n'est pas un sujet plaisant, mais cette année, vous pouvez gérer l'essentiel. Souscrire une assurance protège et rassure votre famille, sans complications ni perte de temps. Fabric by Gerber Life propose une assurance vie temporaire. Vous pouvez ainsi prendre soin de votre famille dès aujourd'hui, en ligne, à votre rythme, depuis votre canapé, conçu pour les parents occupés. Obtenez une couverture en 10 minutes sans examen médical. Si vous avez des enfants et êtes jeune et en bonne santé, c'est le moment de garantir des tarifs bas. Fabric propose des polices d'assurance de haute qualité et flexibles pour s'adapter au budget de votre famille. De plus, il n'y a aucun risque grâce à une garantie de remboursement de 30 jours. Rejoignez des milliers de parents qui font confiance à Fabric pour protéger leur famille. Faites votre demande en quelques minutes sur meetfabric.com/OTC. C'est meetfabric.com/OTC. La famille d'Isabella Camas traverse un véritable cauchemar. Ils ont affirmé aux médias locaux qu'ils gardent espoir qu'elle soit en vie et qu'elle rentrera chez elle. Alors que cette partie de l'histoire se déroule, de grandes questions se posent concernant l'homme qui a été arrêté en lien avec l'affaire d'Isabella. Cet homme a été en détention pendant environ 8 semaines, mais il vient de payer sa caution et il n'est plus en prison. Maintenant, avant d'aborder cette partie de l'histoire, je veux reprendre depuis le début dans cette affaire. Si vous n'avez pas suivi cette histoire qui vient de la région de Phoenix, elle concerne la femme que vous voyez ici, Isabella Comas. Voici l'une des vidéos qu'elle avait publiées sur son compte TikTok. Elle a 21 ans et elle n'a pas été vue depuis le 11 janvier. Voici une photo qui a été diffusée par la police d'Avondale, en Arizona, qui se trouve à l'ouest de Phoenix. Et c'est une photo d'Isabella Camas dans une station-service Quick Trip vers 3 heures de l'après-midi ce jour-là. Le 11 janvier, le lendemain, elle ne s'est pas présentée au travail. À ce moment, les gens ont compris qu'il pouvait y avoir un problème avec Isabella. 2 jours plus tard, la police a retrouvé sa Hyundai Sonata rouge à Phoenix, mais il n'y avait aucune trace d'Isabella. Des indices importants ont aussi suscité des inquiétudes sur le fait qu'elle soit en danger. La police a déclenché une alerte turquoise pour Isabella, destinée aux adultes en danger ne remplissant pas les critères d'une alerte enlèvement ou d'une alerte pour seniors. Qu'a donc trouvé la police dans sa voiture pour rendre l'affaire encore plus inquiétante? La police affirme qu'à l'intérieur du véhicule, il y avait une grande quantité de sang et que ce sang correspondait apparemment à Camas. Maintenant, le siège passager de la voiture, lui aussi, était absent du véhicule et il manque toujours à ce jour. Nous évoquerons bientôt d'autres objets découverts dans le véhicule qui pourraient devenir des indices majeurs. La police a utilisé des vidéos de surveillance pour localiser l'endroit où le véhicule est resté après la disparition de Camas. Le 12 janvier, c'est le jour où elle ne s'est pas présentée au travail. Cette voiture a été vue dans une station-service à Globe, en Arizona. Et c'est très loin si vous connaissez le comté de Maricopa, dans la région de Phoenix, par rapport à l'endroit où elle a été vue pour la dernière fois. Elle avait été vue pour la dernière fois à Avondale, en Arizona, à l'ouest de Phoenix, alors que Globe, en Arizona, où la voiture a été vue dans une station-service, se trouve loin à l'est de Phoenix. Voici maintenant l'homme qui, selon les autorités, conduisait cette voiture un jour après la dernière apparition d'Isabella. Tommy Rodriguez. Il a 39 ans et la police dit qu'il avait une relation amoureuse avec Isabella, mais sa famille affirme que leur relation n'était pas sérieuse. La mère d'Isabella a déclaré à KTV à Phoenix que Rodriguez était plus un prétendu harceleur qu'un petit ami. Selon les documents judiciaires, ils ne se connaissaient que depuis quelques mois. ABC15 à Phoenix a examiné les documents
et affirme que le couple aurait eu une dispute la veille du jour où Kama a été vu pour la dernière fois à cette station-service sur la vidéo de surveillance. Très bien, parlons de Rodriguez et de ce que nous savons sur lui, car c'est également très préoccupant compte tenu de son rôle en tant que personne d'intérêt à ce stade de la disparition de Camas, puisqu'il s'agit d'un homme au passé violent. Les médias locaux ont rapporté qu'en 2002, Rodriguez n'avait que 15 ans lorsqu'il aurait abattu une étudiante en soins infirmiers à Phoenix. Il a plaidé coupable de meurtre au second degré et il a purgé plus d'une douzaine d'années en prison. Mais ensuite, lorsqu'il est sorti de prison, ses ennuis avec la justice ont continué. En 2020, Rodriguez était en liberté conditionnelle et il a été arrêté pour agression aggravée avec une arme mortelle pour ce qu'il aurait fait à une ancienne petite amie. 12 News à Phoenix possèdent les documents. Et voici ce qu'ils disent s'être passé dans cette affaire. Rodriguez a essayé de bloquer avec sa voiture sa petite amie et ses enfants pour les empêcher de quitter une maison. Et pendant que cela se passait, l'ex-petite amie de la femme est arrivée, a vu Rodriguez se battre avec elle et il aurait essayé de s'interposer. Et c'est à ce moment-là que Rodriguez se dirige vers sa voiture, prend une machette et un marteau et commence à marcher vers l'ex-petite amie. Après que tout cela se soit déroulé, une situation très effrayante, la petite amie n'aurait pas voulu porter plainte, je cite, parce qu'elle avait peur pour sa famille. Elle a dit à la police que l'accusé venait d'être libéré de prison pour meurtre, qu'il était jaloux et qu'il se comportait comme un harceleur. Fin de citation. Maintenant, cette affaire n'a aucun lien avec celle dans laquelle il est considéré comme une personne d'intérêt concernant Isabella Camas. Mais quand on entend cette phrase, la peur qu'il avait inspirée à une femme avec qui il sortait en 2020, on y pense forcément en lien avec les détails de cette affaire et les questions qui restent sans réponse à ce stade. Dans le cas d'Isabella, Tommy Rodriguez a été arrêté pour des accusations de vol et de dégradation de son véhicule, mais rien d'autre pour l'instant, alors que la recherche d'Isabella Camas se poursuit. Les médias locaux en Arizona ont rapporté que Rodriguez n'a pas répondu aux forces de l'ordre sur l'endroit où se trouve Isabella. ABC15 indique que les documents judiciaires allèguent que les enquêteurs ont également trouvé dans son véhicule des sacs poubelles, des bidons d'essence et une bâche, et la garniture du coffre du véhicule a également disparu. Maintenant, une autre partie de cette histoire dont je veux parler, et vous savez que dans beaucoup de ces affaires de personnes disparues, les téléphones portables, les appareils électroniques, ils peuvent jouer un rôle important pour retrouver quelqu'un. Eh bien, un indice important dans cette affaire, potentiellement, à mesure que l'enquête avance, c'est que le téléphone de Kama aurait été éteint manuellement, puis il a été retrouvé abandonné dans un centre de recyclage. La police a arrêté Tommy Rodriguez le 15 janvier en lien avec Isabella Camas. Mais souvenez-vous, il n'était accusé que d'avoir prétendument volé et endommagé sa voiture. Il ne fait face à aucune autre accusation dans cette affaire. Cependant, la police continue d'essayer de renforcer son dossier, et pourtant, il n'y a toujours aucune trace d'Isabella environ 2 mois après sa disparition. Et maintenant, ils vont devoir continuer à construire ce dossier alors que Rodriguez n'est plus en détention. Il était détenu sous 2 cautions de 25 000 $ chacune. Et l'une des cautions était apparemment liée au non-respect de ses obligations de probation concernant l'affaire d'agression de 2020. Donc il a pu payer cette caution maintenant, et il est libre. Il porte un bracelet électronique. Voici maintenant la déclaration que le bureau des avocats commis d'office a publiée à ABC 15 après que Tommy Rodriguez ait payé ses cautions, disant, je cite, à ce stade, nous pouvons confirmer que M. Rodriguez n'est plus en détention. Nous demandons que sa vie privée et celle de sa famille soient respectées pendant cette période. Cette affaire en est encore à ses débuts et il est important de laisser le processus judiciaire suivre son cours avant de tirer des conclusions. Monsieur Rodriguez continue d'être représenté par son avocat et toute question concernant cette affaire doit être adressée à ses avocats. Notre système judiciaire exige de la patience, de l'équité et du respect de la présomption d'innocence pendant que les preuves sont examinées et que l'affaire progresse. Fin de citation. Et il est important de noter que Rodriguez n'est pas considéré comme un suspect à ce stade, mais la police de l'Arizona l'a qualifié de personne d'intérêt dans l'affaire d'Isabella. La mère d'Isabella a accordé une interview à la chaîne KTVK par téléphone et elle a déclaré qu'elle pense que Rodriguez courait après sa fille, mais elle affirme qu'ils ne sortaient pas ensemble. Je cite, nous avons parlé à certains de ses amis et ils ont tous exprimé leur inquiétude pour elle en ce qui concerne Tommy. Elle traînait avec des amis ou des amis de l'école et ils se pointaient à l'improviste, provoquant une scène.
Il était très jaloux, fin de citation. C'est ce qu'a déclaré la mère d'Isabella à la chaîne de télévision en interview. Isabella était quelqu'un que sa famille décrit comme une personne qui les aimait énormément. Elle adorait les animaux, elle aimait la mode. Et sa mère dit qu'elle continue de prier pour que sa fille soit toujours en vie. Toute personne détenant des informations sur la localisation ou le sort d'Isabella Camas est invitée à contacter la police d'Avondale en Arizona 23-333-7000. où, au 480, Witness Isabella est décrite comme mesurant 1,60 m, pesant 50 kg, avec récemment les cheveux roses et les yeux marrons. Rejoignez-nous maintenant pour parler davantage de cette affaire avec Sonny Slaughter, instructeur des forces de l'ordre. C'est toujours un plaisir de vous avoir ici sur Law and Crime. Vous savez, dans ce genre d'affaires, Tommy Rodriguez, la personne d'intérêt en lien avec ce qui s'est passé et tout ce qui est arrivé à Isabella Camas. Il n'a jamais été accusé de quoi que ce soit d'autre que du vol présumé du véhicule, puis d'avoir prétendument endommagé le véhicule. Et c'est tout. D'autres preuves existent, mais pour les accusations contre lui, c'est tout. Il a pu payer une caution. Qu'en pensez-vous, vu la situation? On parle de toutes ces preuves non retenues contre lui pour l'instant, mais elles circulent sur ce qui est arrivé à cette femme, et le voilà maintenant comme personne d'intérêt, sous bracelet électronique, mais il n'est plus en détention. Merci Chris de m'avoir invité. Toujours un plaisir d'être avec vous et d'analyser ce genre d'affaires ensemble. Je pense que c'est très préoccupant et troublant pour la communauté. Cela devrait être un signal d'alarme pour la communauté lorsque nous avons des cautions qui n'ont aucun sens d'après ce que nous savons. Maintenant, bien sûr, nous ne savons pas tout, mais d'un point de vue d'enquête, il semble qu'il y ait un certain décalage entre la disparition de cette jeune femme, sa voiture, et nous ne savons pas comment elle a disparu, si c'était avec sa voiture ou sans sa voiture. Je n'étais pas très claire à ce sujet, mais le fait qu'il l'ait eu, il l'a endommagé. Il a un passé extrêmement long qui remonte à l'époque où il était mineur, où il a commis un meurtre, et il a cet historique de violence. Je suis préoccupée que le juge ait même envisagé de lui accorder une caution de 5 000 $. Non, pas une caution garantie, pas de caution en espèces. Donc, il a payé 2 500 $. Je suis désolée, la caution était de 25 000, mais il a payé 2 500. Il est libéré. Il porte un bracelet électronique à la cheville et on sait parfois comment ça fonctionne, que les gens peuvent se déplacer avec ou sans. Et nous ne savons toujours pas où se trouve cette jeune femme. Des circonstances troublantes. Et je pense que les gens de la communauté doivent être alarmés par cela. Parce que je sais que cela varie selon les juridictions. Et dans ce cas, il ne fait pas face à une accusation. Et nous ne savons pas ce qui est arrivé à Isabella Camas. Nous ne savons pas si elle est en vie. Vous savez, il y a certainement beaucoup d'inquiétudes, mais ce n'est pas comme s'il était accusé de meurtre. C'est un homme accusé d'avoir volé une voiture, un homme accusé d'avoir endommagé une voiture. Et en termes de noir sur blanc sur le papier, c'est tout. Dans quelle mesure les juges peuvent-ils réellement aller au-delà de ce qui est simplement écrit sur ce document? Si c'est tout ce dont il est accusé à ce stade, vous voyez, il ne s'agit pas de dire que c'est injuste, mais c'est comme, s'il n'est pas accusé de meurtre, pourquoi devrait-il être détenu plus longtemps, ou avec une caution plus élevée que cela? Comment un juge en arrive-t-il là si ce n'est pas ce dont il est accusé? En fait, c'est une bonne question. Et constitutionnellement, on ne veut pas que les juges aillent trop loin. J'ai dit tout ce que j'avais à dire et puis tout ce que j'ai dit plus tôt. Mais ce que vous ne voulez pas des juges, c'est qu'ils aillent trop loin. Vous ne voulez pas que les juges violent les droits constitutionnels de qui que ce soit. Et vous ne voulez pas que les juges ignorent les faits tels qu'ils sont exposés et présentés devant eux. Même si je viens de faire tous les liens, le juge, légalement et constitutionnellement, ne peut traiter que ce qu'il a devant lui. Et malheureusement, le processus d'enquête n'a pas suffisamment établi de lien pour que le juge puisse faire plus dans ce cas particulier. Si c'est la voiture, si c'est le vol, si c'est un dommage, alors les 5 000 $ ont du sens. Le bracelet électronique a tout à fait du sens parce qu'il faut surveiller une personne qui a des antécédents de comportement violent et dangereux, même si nous ignorons ce qui est arrivé à cette victime présumée ou potentielle. Elle pourrait simplement ne pas être en mesure de communiquer avec les gens ou ne pas vouloir communiquer avec qui que ce soit. C'est un de ces cas où je pense qu'il y a un argument constitutionnel.
Et puis il y a le fait que si tu es le voisin de ce gars, tu sais, c'est comme je me fiche des débats interminables à la fac de droit que les gens peuvent avoir à ce sujet. C'est quelqu'un qui a été condamné pour meurtre, quelqu'un qui a commis une agression, tu sais, une situation d'agression vraiment effrayante qui s'est produite en 2020 et il était encore en probation pour ça. Et maintenant, tu entends les détails de la disparition de cette fille. Il n'a pas de réponse à ça. Il y a du sang dans la voiture. Le siège passager manque. Le tapis de coffre de la voiture manque. Il y a des bâches dans la voiture. Il y a toutes ces choses qui, si tu es quelqu'un qui est au courant, si tu fais partie de cette communauté, c'est extrêmement inquiétant que cette personne soit autorisée à sortir, même avec un bracelet électronique, vu son passé. Et tu as tout à fait raison, ce qui rejoint ce que j'ai dit la première fois. C'est préoccupant. Et même si les enquêtes prennent du temps, que rassembler des preuves factuelles prend du temps, les gens de la communauté devraient être préoccupés. Ils devraient être alarmés et ils devraient être vigilants. Je leur suggérerais, s'ils ont des caméras, s'ils ont des animaux qui peuvent donner l'alerte, qu'ils devraient avoir tout cela en place et les gens devraient savoir qui il est. Nous voyons une photo de lui. Et ils devraient être attentifs et vigilants, vous savez, concernant ce qu'ils font. Et surveiller ses actions et rester loin de cet individu et des personnes comme lui. Ils doivent savoir, comme nous tous, qui vit autour de nous. Et vous savez, les gens ont tendance à porter un masque, mais cette personne, qu'elle soit coupable de meurtre ou non, a une propension au crime et à un comportement criminel. Cela devrait suffire pour la communauté. Et encore une fois, nous ne savons pas ce qui est arrivé à Isabella Camas. Je sais que sa famille garde espoir qu'elle puisse rentrer à la maison et être en vie, rentrer vivante. Excusez-moi. Mais dans ce cas, vous avez ce véhicule et il vous manque toutes ces pièces à conviction. Et puis vous avez cette personne qui dit eh bien, je ne sais pas où elle est, mais ensuite il se retrouve avec sa voiture un jour après sa disparition. De l'autre côté de Phoenix, ce qui n'a tout simplement aucun sens. Comme dans certains de ces cas, je veux dire, à quelle fréquence une enquête se heurte-t-elle à ce mur où de l'extérieur on peut deviner la fin, mais il manque ces éléments clés pour y arriver. Par exemple, comment les membres des forces de l'ordre, au-delà de ce grand moment qui résout l'affaire, font-ils pour passer du point A au point B lorsqu'il manque justement ces éléments en cours de route? Ils doivent vraiment rester concentrés et faire preuve de diligence. Ils doivent suivre chaque piste et relier tous ces éléments entre eux. Vous savez, ce genre d'affaires nécessite d'analyser de façon critique les comportements passés, les comportements actuels et le potentiel de ce qui aurait pu être fait. Quand on commence à penser au sang puis aux pièces de voiture manquantes, il faut vraiment remonter toutes les pistes. Il faut des vidéos de l'endroit où il a été vu pour la dernière fois, quand vous avez vu la victime potentielle pour la dernière fois. Donc, ils ont besoin que les gens leur donnent des informations. Ils doivent aussi aller partout où cette voiture aurait pu se trouver et vérifier les enregistrements vidéo, parler avec les gens. Qu'est-ce qu'elle a dit? Il y a une trace numérique quelque part? C'est une trace vidéo et ils doivent faire tout cela pour obtenir les bonnes preuves afin de porter l'accusation appropriée. Parce qu'encore une fois, ce que nous ne voulons pas, c'est que les procureurs et les juges aillent trop loin, qu'ils portent des accusations excessives et que les juges ne respectent pas la Constitution. C'est pourquoi il est essentiel que les forces de l'ordre adoptent de solides pratiques d'enquête. Et si quelqu'un sait où pourrait se trouver la prétendue victime, alors merci d'en informer quelqu'un. Appelez le 911. Si elle écoute, contacte quelqu'un et fais-lui savoir que tu es en sécurité, parce que sinon, cela ressemble à une situation qui pourrait très mal finir. C'est certain. Et j'ai aussi trouvé surprenant que le siège passager du véhicule manque. Et vous savez, il y a des cas où les forces de l'ordre ne peuvent pas retrouver une voiture, vous savez, le véhicule entier. Mais cela semble être une preuve tellement encombrante et difficile à cacher. Je veux dire, qu'est-ce qui te frappe à propos de ça? On dirait que c'est vraiment, tu sais, en se basant sur le sang qui a été retrouvé dans la voiture. C'est une preuve cruciale, mais aussi très difficile à dissimuler. C'est vrai, je suis d'accord. Tu sais, avant, je faisais des courses de voiture. Donc, retirer le siège signifie que je pense à deux endroits possibles, soit dans le désert,
quelque part où tu l'as jeté, soit il faut commencer à vérifier les casses automobiles, ce qui veut dire que c'est ce que les forces de l'ordre doivent faire. Ils doivent vérifier les casses automobiles, ils doivent vérifier les décharges, ils doivent fouiller les zones désertiques. Contrôler la boîte noire du véhicule. Où la voiture était-elle et combien de temps a-t-elle disparu? C'est lui qui la conduisait. Lui avait-elle déjà permis de conduire la voiture auparavant? Le fait qu'il ait sa voiture et que nous ne sachions pas où elle se trouve, c'est inquiétant, préoccupant, car est-elle du genre à simplement lui laisser sa voiture et à rester sans moyen de se déplacer elle-même? Ça n'a pas de sens. Mais un siège sorti de la voiture, si tu ne fais pas de course, je veux dire, parce que c'était l'une des choses qu'on faisait en dragster, parce qu'on voulait alléger la voiture. Tu veux avoir la voiture la plus légère possible quand tu fais ça. Et avant, c'était des courses illégales. Mais quand tu fais une course sur un quart de mile, tu ne veux pas avoir tout ça. Et un siège, c'est vraiment lourd. Donc, tu enlèves le siège de la voiture. Parfois, tu enlèves aussi la banquette arrière et tout ce que tu peux pour alléger la voiture afin qu'elle aille plus vite. Il ne fait pas la course, lui. J'ai déjà tout dit ça, et on sait déjà qu'il ne fait pas la course. Donc, ce qu'il fait, c'est essayer de dissimuler des preuves, et je crois que c'est en lien avec un crime. Quelque chose s'est mal passé. Absolument, c'est clairement ce qu'il semble s'être passé, surtout avec son sang retrouvé sur la voiture. Au point que les forces de l'ordre ont déclaré quelque chose comme quoi il semble qu'elle ait subi une blessure dont elle ne pourrait pas se remettre, ce qui est vraiment, vraiment inquiétant. C'est un constat assez dur de la part des forces de l'ordre. Vous voyez qu'ils commencent à monter ce dossier. Maintenant qu'il est libre et qu'il était considéré comme une personne d'intérêt, il pourrait y avoir une grande explication de sa part à ce sujet. Attendons de voir. Mais quel niveau de surveillance les forces de l'ordre peuvent-elles maintenir maintenant qu'il est dehors? Oui, il porte un bracelet GPS, mais c'est pour vérifier s'il retourne dans des lieux potentiellement liés à l'affaire. Ils devraient avoir une certaine surveillance maintenant, mais ils doivent aussi faire attention à ne pas trop surveiller. Lui aussi, parce que sinon cela pourrait violer ses droits, sauf qu'il a d'autres chefs d'accusation. Dans ce cas, ils ont le droit de l'arrêter, de lui poser des questions. Il a enfreint certaines ordonnances du tribunal et il a un passé. Donc, ils peuvent l'arrêter. Ils peuvent l'interroger. Il a déjà été incarcéré auparavant. S'il est encore en probation, ils peuvent toujours faire cela. Mais le suivre et essayer d'identifier où il était auparavant, toutes ces choses sont vraiment importantes. Il devrait faire tout cela. Et les personnes qui surveillent son GPS doivent vraiment rester concentrées parce que parfois, les gens sous surveillance GPS ne sont pas suivis comme ils le devraient. Ils peuvent retirer les bracelets de surveillance. Ils sont censés se présenter. Ils doivent être à un endroit précis, à un moment précis, et ils doivent surveiller tout cela le concernant. Donc, si on retrouve cette jeune femme, que ce soit vivante ou non, ils pourront retracer tous ses déplacements quand il portait le bracelet, ainsi que tous les endroits où ils auraient pu être ensemble. Et vous savez, je regarde aussi son passé. Et il y a absolument des gens qui peuvent se relever après avoir fait des erreurs quand ils sont jeunes. Mais quand on tue quelqu'un à 15 ans et que c'était en 2002 et qu'il a purgé environ 12 ans de prison pour ça. Il y a aussi eu un incident en 2020, une affaire d'agression et de violence domestique. On dirait qu'on arrive déjà à cet incident où il est considéré comme une personne d'intérêt. Il y a clairement un schéma ici. Et je pense que pour beaucoup de gens de l'extérieur, ils verraient quelque chose comme ça. Et c'est comme si, on dirait qu'on a laissé passer l'incident de 2002, où il a été condamné pour meurtre, et ensuite il a eu l'opportunité de se retrouver même dans une situation comme celle de 2020. Voici encore un autre incident dans lequel il est impliqué. Et on se demande, comment se fait-il que ce gars-là ne soit pas enfermé pour une période plus longue? Et je suis d'accord avec tout ça. Et toutes ces questions te font vraiment réfléchir à ce que fait réellement notre système judiciaire avec l'incarcération de masse. Et nous voulons que les délinquants aillent en prison et se réforment, mais parfois ce n'est pas le cas. Le schéma de comportement est vraiment un facteur prédictif de la façon dont ils agiront plus tard. Et c'est ce que nous voyons avec cette personne que son schéma de comportement, il a une propension à la violence qui est plus grande que sa propension à ne pas commettre d'infraction ou à ne blesser personne, ce qui fait de lui une menace. Alors,
Que faisons-nous avec les personnes qui sont menaçantes et violentes, les personnes qui ont ce type d'antécédents? En plus de la surveillance, ils devraient soit être incarcérés plus longtemps, mais on ne peut pas surincarcérer quelqu'un parce qu'une fois qu'ils ont purgé leur peine, ils ont purgé leur peine. Mais il s'agit d'un individu. Je pense toujours que même s'il n'avait pas toutes les informations, il n'aurait pas dû le laisser sortir et se déplacer avec une caution de 25 000 dollars. La caution aurait pu être plus élevée. Le juge peut fixer une caution plus élevée. Le procureur peut fixer une caution plus élevée. Donc, la personne qui a décidé de ne pas fixer une caution plus élevée pour le garder en détention plus longtemps jusqu'à ce qu'il puisse en savoir plus, cela reste préoccupant. Et je pense que le public devrait être informé. Les gens devraient savoir qui prend les décisions et comment elles sont prises. Et espérons simplement qu'il retrouve cette jeune femme. Si elle a été blessée à un point tel que c'était si dangereux que les forces de l'ordre ont déclaré qu'il s'agissait de quelque chose dont elle pourrait ne pas se remettre, cela signifie qu'ils ne cherchent pas à la sauver. Ils se concentrent sur la recherche du corps. Cela signifie récupérer un corps. Oui, et c'est une situation triste. Vous pensez à cette famille maintenant? Cela fait environ 2 mois qu'Isabella Comas a été vue pour la dernière fois et à ce qu'ils vivent chaque jour. Nous verrons ce qui adviendra dans cette enquête toujours en cours. Sonny Slaughter, instructeur des forces de l'ordre, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur Law and Crime. Merci d'être là. Merci de m'avoir invité. C'est tout pour On the Case, présenté par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à Spotify. Nous sommes également diffusés sur Peacock. Je suis Chris Stewart. À la prochaine.